Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour ce troisième live. Pour rappel, on est sur la dernière ligne droite de notre Andorone 2020 dans un format tout à fait particulier. On a le plaisir cet après-midi de retrouver le docteur Christine Lévesque de la clinique Axiom à Aix-en-Provence. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Et puis Priscilla Saraco-Olanier, qui est bénévole au sein de l'association Endomind et qui a la particularité d'être patiente experte. Donc, elle est tout à fait habilitée à animer des ateliers auprès des patientes. C'est d'ailleurs un chantier qu'on a ouvert et qu'on développera dans les mois à venir. Priscilla pourra en parler brièvement, mais la thématique d'aujourd'hui, c'est endométriose, questions-réponses. On a déjà, depuis ce matin, eu quelques questions sur les réseaux sociaux autour de plein de questions très diverses autour de la pathologie. Donc, l'objet de l'heure qui vient sera de tenter d'y répondre. Donc, on a déjà une entrée en matière avec quelques points qu'on a prévu d'aborder. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on se gardera un temps à la fin pour répondre aux questions des personnes qui écriront sur les pages Facebook de l'association Endomind et de l'Endorun. Donc, Gersand et moi serons là pour relayer ces questions. Merci Gersand. Et puis, du coup, Nathalie animera aussi ce live avec vous en relayant des questions et puis en animant les débats. Voilà. Merci à toutes les deux, en tout cas, de vous joindre à nous cet après-midi. Merci. Je voulais juste rajouter voilà Christine, docteur Christine Lévesque, avec qui on travaille beaucoup, avec qui on a un partenariat vraiment privilégié avec la clinique Axiom, qui nous permet vraiment de mettre en avant beaucoup d'actions. Donc c'est toujours un plaisir. On est très contente de vous avoir aujourd'hui. On va peut-être commencer du coup sur la thématique. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est l'endométriose? Alors, l'endométriose, bon, je pense que vous avez déjà toutes, si vous êtes là, des notions quand même assez poussées. Mais pour refaire un point synthétique, l'endométriose, c'est en fait de la localisation ectopique de l'endomètre. L'endomètre, en fait, c'est la muqueuse qui va tomber tous les mois, donc au moment des règles, et qui va apparaître donc de manière externe au moment à l'extérieur donc du pelvis, et aussi elle peut se retrouver à l'intérieur de l'utérus au niveau du muscle utérin, ce qu'on appelle de l'adénomiose. Donc, l'endométriose, elle peut se situer soit au niveau des ovaires, hein, donc ce qu'on appelle des endométriomes, soit dans les localisations digestives, vésicales. Donc voilà, et elles vont à chaque fois, en fait, chaque cycle, on va induire un saignement de cette localisation à l'extérieur et induire une inflammation globale de tout le pelvis. Donc, on a plusieurs types d'endométriose qui vont en découler. Et donc, du coup, ces différents types d'endométriose, ces différentes formes, comment est-ce qu'on les caractérise? On sait que souvent, on ne peut pas corréler la douleur et la localisation des lésions, ni la quantité des lésions. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Exactement, on ne peut pas du tout. Il y a beaucoup d'études qui sont apparues scientifiquement qui retrouvent qu'il n'y a pas de corrélation entre le grade et la localisation de la douleur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types d'endométriose, enfin même trois, on va dire. Il y a l'endométriose profonde qui se retrouve, en fait, le péritoine, c'est un petit feuillet qui recouvre tous les organes. Et donc, l'endométriose profonde, c'est une endométriose qui est derrière ce péritoine et qui va vraiment infiltrer les organes. Après, on a une endométriose qui va être plus superficielle. Cette endométriose, elle va vraiment atteindre donc notamment ce péritoine, mais de manière superficielle, de moins de 3 mm. Et après, on a cette adénomiose qui est l'endométriose de l'utérus et qui a une particularité aussi, mais qui donne finalement des symptômes tout à fait similaires. Après, pourquoi le grade n'est pas corrélé avec la douleur? Parce que tout simplement, en fonction, de la localisation des lésions, déjà,
Donc, on n'a pas à avoir, s'il n'y a pas d'emprisonnement des petits nerfs au moment là où se situe la lésion, on ne va pas forcément avoir de symptomatologie douloureuse. Et puis après, on va avoir aussi, en fonction des traitements, et puis s'il y a la présence de ce qu'on appelle une hypersensibilité. L'hypersensibilité pelvienne, c'est la conséquence de cette douleur chronique qui est induite soit par des règles à répétition douloureuse ou par d'autres mécanismes de la douleur qui ne vont pas être forcément traités et donc qui vont évoluer dans le temps. D'accord. Et du coup, au niveau du diagnostic, quelles sont les étapes pour des femmes, notamment pour celles qui nous regarderaient et qui se retrouvent dans les symptômes et qui ne savent pas trop quel chemin elles peuvent prendre pour savoir si elles ont l'endométriose ou pas? Alors, les étapes pour savoir si… alors déjà, peut-être on peut repartir sur les symptômes parce qu'on n'en a pas trop parlé tout à l'heure. Il y a vraiment deux grands types de symptômes. Donc déjà, l'endométriose, elle va impacter deux éléments de la vie d'une femme de manière importante, à la fois la douleur pelvipérinéale et le côté fertilité. Donc du côté fertilité, on va avoir en fait une diminution de la capacité à créer des embryons. D'accord. Donc, à la fécondation. Et puis, le phénomène inflammatoire chronique aussi va induire des difficultés d'implantation. Voilà. Et parfois, les lésions créées par l'inflammation à répétition peut induire la difficulté du transport, en fait, soit de l'œuf vers la trompe ou même jusqu'à l'intérieur de l'utérus. Donc ça, c'est la partie fertilité. La deuxième partie, c'est la symptomatologie qui est la plus fréquente, parce qu'elle se retrouve quand même dans 80% des patientes qui présentent de l'endométriose. C'est des douleurs pendant les règles, qu'on appelle dysménorrhée, des douleurs pendant les rapports, qu'on va appeler dyspareunie. On peut avoir des saignements un peu plus importants. On a souvent des côlons, des intestins irritables avec des alternances de diarrhée, de constipation. Et après, on va avoir des symptômes peut-être vésicaux si on a une endométriose vésicale avec une envie fréquente d'uriner, des douleurs au remplissage vésical, ou on peut avoir aussi des symptômes digestifs comme soit de la constipation, des symptômes d'occlusion avec des difficultés à aller à la selle, des diarrhées. Donc voilà un peu tous ces symptômes. Donc en fait, ces symptômes-là qui peuvent nous faire évoquer une endométriose. En fait, l'endométriose, c'est une maladie, il n'y a pas besoin de la diagnostiquer si elle n'a pas de retentissement sur une vie. C'est-à-dire s'il n'y a pas de symptômes, parce qu'on a quand même une petite partie des patientes qui ont des grosses endométrioses et qui n'ont pas de symptômes. En fait, celles-ci n'ont pas forcément besoin d'être diagnostiquées puisqu'il n'y a pas d'impact sur leur qualité de vie. Et l'objectif, nous, en tant que médecins, quand on a des patientes endométrioses devant nous, c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie, donc du point de vue de la douleur et du point de vue de la fertilité, et pas forcément de traiter des images. Donc ça, c'est très important. Donc voilà. Et donc les imageries, le diagnostic, bien sûr, il se fait par l'imagerie, mais il va se faire quand on a vraiment des symptômes. À ce moment-là, on va réaliser une imagerie. L'échographie pelvienne aujourd'hui, quand elle est correctement réalisée, nous évoque beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on fait des échographies pelviennes en 3 dimensions. On peut même évaluer la perméabilité tubaire aujourd'hui avec une échographie. Et après, bien sûr, l'IRM reste l'examen de référence, mais il faut la corrélation entre les deux. Et quand on a un doute sur un symptôme digestif, rapidement, alors ça dépend vraiment des équipes, il n'y a pas de bonne manière de faire l'exploration. Nous, à Axiom, on va facilement aller réaliser des échographies endorectales et des échographies rectosigmoïdoscopie, ou il y en a d'autres, ils vont avoir plutôt le coloscanner ou d'autres examens. Après, bien sûr, l'examen clinique est important. Là, on a parlé des examens d'imagerie, mais l'examen clinique est le plus important. Il faut diagnostiquer la maladie, la localisation de la maladie, et surtout, ce qui est très important et peut-être qu'on ne fait pas encore assez bien aujourd'hui, c'est évaluer la conséquence douloureuse, notamment d'un point de vue musculaire, vulvaire, de cette pathologie. Et ça, il faut le traiter également. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, comme on avait fait des vidéos ensemble, que pour ceux qui nous regardent, si ça les intéresse, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de pathologies et de syndromes qui peuvent s'associer à l'endométriose, qui sont des conséquences. Vous avez parlé notamment vulvaires, musculaires. Et donc ça, c'est très important donc, de les diagnostiquer pour bien les traiter. Parce que souvent, on met tous les symptômes sur l'endométriose, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Ouais. Et donc, pour ces femmes
pour qui l'imagerie, par exemple, revient tout à fait normale, puisqu'on sait qu'aujourd'hui encore, on n'arrive pas toujours à tout voir à l'imagerie, mais qui ont tous les symptômes. Est-ce que c'est nécessaire de passer une cystoscopie exploratrice, qui est donc une opération pour aller voir à l'intérieur, ou est-ce qu'on peut déjà traiter les symptômes dans un premier temps et qu'on peut considérer que la patiente a une endométriose quand elle coche toutes les cases au niveau des symptômes? Alors après, je pense que en fait, cette case cochée endométriose, elle n'est pas forcément nécessaire pour traiter quelqu'un. En fait, il faut traiter une patiente avec ses symptômes dans sa globalité et le traitement d'une patiente qui a ou non de l'endométriose et qui a des douleurs de règles et des douleurs en rapport profond et orifice et à l'entrée vont être traités de la même manière qu'elle ait une endométriose ou qu'on n'en ait pas, et même si son imagerie, elle est négative. Donc, bien sûr, en fait, le plus important, c'est ce que nous rapportent les patientes et c'est ça qu'il faut, là où on doit les améliorer. On ne peut pas dire à quelqu'un bah, écoutez, madame, votre imagerie, elle est normale, vous n'avez pas d'endométriose, vous n'avez pas mal, on ne peut rien faire pour vous. Non, parce qu'en fait, nous, en tant qu'experts de la douleur pelvipérinéale, on se rend compte qu'il y a énormément d'autres pathologies qui sont responsables de ce type de douleur pelvipérinéale. Et donc, du coup, en fait, notre rôle, c'est quand même de les traiter et on peut les traiter de manière spécifique par multiples traitements. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de travailler en pluridisciplinarité parce que en tant que chirurgien seul, on n'a pas le pouvoir de réaliser ça, quoi. C'est vraiment super et on espère que ça va pouvoir se démocratiser un peu partout au niveau de cette prise en charge. Et du coup, les traitements qui sont proposés pour ces femmes douloureuses, personnes qui ont des douleurs comme ça, qui ont l'endométriose, de l'adénomiose, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Déjà les traitements médicamenteux, mais également les traitements qui sont des alternatives qui sont non médicamenteuses. Donc déjà, il y a des recommandations de la HAS qui sont apparues en 2017. Il faut s'appuyer dessus. Elles reposent sur une littérature scientifique importante. Donc, bien sûr, c'est en première intention, il faut évoquer le traitement hormonal. Le traitement hormonal en fait, a pour but de bloquer la maladie et aussi, quand on a des douleurs de règles, les règles. Donc ça, c'est important. Ce qui est difficile parfois, c'est de proposer un traitement hormonal à des femmes qui n'en ont pas envie et qui arrivent avec des croyances. Donc, alors, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter aussi à ce qu'elles ont envie, mais c'est aussi de leur expliquer pourquoi, en fait, on leur donne ce traitement. Bien sûr, l'objectif, c'est de continuer à les aider, même si elles choisissent à ne pas prendre ce traitement. Mais je pense que l'objectif, c'est d'abord de les écouter et d'essayer de comprendre pourquoi elles n'ont pas envie. Et puis, bien sûr, de les amener à pouvoir le réaliser dans un but de bien-être pour elles et d'arriver à tester plusieurs traitements parce que toutes les contraceptions ne se valent pas. Aujourd'hui, on a quand même, en première intention, l'HS nous recommande une pilule œstroprogestative, donc avec un œstrogène et une progestérone. Voilà. Après, en deuxième intention, il nous propose effectivement le stérilet avec le lévonorgestrel, donc, qui existe pour effectivement bloquer également les îlots endométriaux qui se retrouveraient à l'extérieur ou à l'intérieur de l'utérus. Et aujourd'hui, on a quand même un traitement qui est déjà bien évalué, voilà, qui est le Dienogest, qui fonctionne bien. On a un très bon résultat en termes de douleur et en termes également d'imagerie, avec une diminution de la taille des lésions quand on le prend sur un certain temps et qui quand même reste avec une très bonne tolérance. Donc, c'est vrai que le traitement médical hormonal, il a sa place complète. Et aujourd'hui, même dans les recommandations de la HAS qui sont sorties récemment, donc c'est en 2019 ou en 2020, la contraception n'était plus forcément liée à une absence de désir de grossesse, mais également à un traitement de la douleur des règles. Et aujourd'hui, c'est quand même clairement étiqueté que la contraception, la contraception maintenant, je pense que c'est le traitement hormonal, a également ce rôle-là. Donc voilà, on a beaucoup de patientes qui arrivent et qui n'ont jamais eu de traitement antalgique. Déjà, dans un premier temps, peut-être mettre en place des traitements antalgiques qui soient du paracétamol, bien sûr, mais ça, voilà, mais d'autres techniques alternatives. Et puis, bien sûr, il faut traiter les conséquences de la douleur chronique qui ont l'impact musculaire, hein, donc ce qu'on appelle les syndromes myofasciaux, avec des hypertonies de ces muscles qui vont être douloureux même si on ne les sollicite pas.
est contractée de manière involontaire par la patiente. On peut l'avoir à l'entrée du vagin et participer également à la composante des douleurs vulvaires qu'elles vont avoir aussi pendant les rapports, notamment à l'entrée. Et favoriser les fissures vulvaires pendant les rapports. Donc ça, il faut vraiment faire de la kinésithérapie de relâchement. Donc vraiment, le relâchement, c'est très important. Il faut, donc on a des kinés spécialisés. Il y a quand même des formations qui sont vraiment dédiées à ce type de prise en charge. Tous les kinés n'ont pas l'habitude. Et donc voilà, donc nous, on fait des ordonnances comme très détaillées, très spécifiées. Et ça, c'est important. Donc voilà, l'ostéopathie aussi. Donc, est importante. Il y a des traitements, on induit, et après on induit aussi des traitements, ce qu'on appelle des traitements antalgiques centraux, qui vont avoir un impact en fait sur les seuils de la sensibilité. En fait, on sait que quand on a une douleur chronique en permanence qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va avoir une modification de notre système nerveux central avec une dysrégulation et un abaissement en fait de ces seuils de la sensibilité, ce qui fait qu'on va avoir mal même pour des stimulus qui normalement ne sont pas douloureux. Et donc, on doit introduire en fait pour réguler ces seuils centraux, un traitement antalgique. Alors, on en a plein, hein. Alors, souvent, c'est pareil. Les patientes sont très réticentes à les prendre au début parce qu'en fait, on peut les utiliser à des fortes doses comme antidépresseurs ou on utilise aussi les antiépileptiques. Donc, voilà. Mais c'est des doses beaucoup plus faibles. Donc, là encore, c'est important de prendre son temps pour discuter de pourquoi on utilise ce traitement et qu'on n'étiquette pas notre patiente dépressive alors qu'elle ne l'est pas et qu'on a bien compris que ce n'était pas pour ça. Et donc, dire que vraiment, c'est une action antalgique, voilà, parce que ça va permettre de moduler et de ne pas avoir d'accès de pics de douleur qui vont encore les aggraver. Donc, il y a ça. Et après, tous les phénomènes autour qui sont les phénomènes de thérapie centrale. Forcément, quand on a des patients qui sont douloureux chroniques, il y a un impact dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie conjugale. Et donc, il y a aussi une grande variabilité avec le stress, des gens qui sont aussi beaucoup dans l'émotion. Et donc, il y a des techniques de régulation de tout ça qu'on propose, notamment avec l'hypnose. Hein. Ce n'est pas forcément des thérapies. Voilà, chacun en fonction de ses besoins. Alors, la difficulté qu'on a, c'est d'arriver à adapter ce type de thérapie centrale en fonction des profils des patients parce que nos consultations, même si elles sont longues, voilà, ça ne dure pas 2 heures et donc on essaye d'orienter au mieux. Mais il faut aussi ce type de prise en charge. Et donc, c'est en association à la fois la kiné avec les traitements médicaux, les traitements hormonaux et une thérapie centrale et un accompagnement et une explication qu'on va pouvoir avoir des patients qui vont aller mieux. Et après, effectivement, si tout ça finalement ne fonctionne pas, l'alternative chirurgicale reste envisageable, quoi. Oui, c'est vraiment une prise en charge très, très pluridisciplinaire qu'il faut dans le cadre de cette pathologie. Ça, c'est bien clair. Et d'ailleurs, on pourra en discuter demain quand on vous présentera l'éducation thérapeutique qui rentre totalement dans cette prise en charge et que l'on a mis en place du coup à la clinique Axiom. Ouais. Donc, non, ça, c'est vraiment très important. Effectivement, la sophrologie également, l'alimentation pour certaines patientes aussi. Et c'est très varié. C'est vrai que c'est pour ça qu'on avait mis en place l'éducation thérapeutique et du coup, là, le programme qui est apparu en septembre, donc voilà, et on propose 17 ateliers justement. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à autonomiser les patientes donc à la fois dans la gestion de leur maladie, de l'entourage, donc avoir de l'éducation physique adaptée, etc. C'est une pathologie chronique et l'autre qui a un retentissement important sur la qualité de vie, comme on disait tout à l'heure, professionnelle et personnelle. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a un tout petit peu gagné quand les patientes elles nous disent aujourd'hui, j'ai une vie qui me plaît. Voilà, et ça, c'est un peu la satisfaction et c'est notre objectif avec lequel on travaille avec le Centre L'Avancée aujourd'hui. Super. Je crois qu'on a plusieurs questions. Nathalie, Céline. Oui, effectivement, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Donc, dans l'ordre, peut-être on va répondre à une première question. Une jeune femme qui demande si l'endométriose peut se manifester tardivement. Est-ce qu'il y a un âge, une période dans la vie qui fait qu'on voit plus d'endométriose ou indifféremment à n'importe quel âge? Alors, en fait, c'est indifférent. On voit, nous, de tous les âges.
de diagnostic de tous les âges, parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des patientes qui sont diagnostiquées tardivement. Donc voilà. Alors après aussi, dans l'adénomiose, elle a quand même un pic d'incidence plutôt vers 30-40 ans que chez les patientes jeunes, quoique aujourd'hui, on en voit quand même de plus en plus fréquemment, sans pouvoir vraiment l'expliquer, des patients qui ont des adénomioses, donc l'endométriose dans l'utérus, plus jeunes. Mais cette incidence est beaucoup plus élevée à 30-40 ans quand on a eu des enfants. Donc voilà, donc ça, pour ça, c'est ce type de pathologie, oui. Mais sinon, l'endométriose en soi, pas particulièrement. Donc, il peut vraiment y avoir des patientes qui sont diagnostiquées, qui n'avaient aucun symptôme et qui peut-être d'un coup à 30, 35 ans, 40 ans, d'un coup auront des symptômes et seront diagnostiquées. Mais c'est possible. Voilà. En fait, ça dépend de la localisation. Si à un moment, il y a une poussée inflammatoire de la maladie, chez une patiente dans laquelle l'endométriose était plutôt en veille, on peut avoir après ce qu'on appelle des encapsulements nerveux par la fibrose inflammatoire qui va induire une douleur à ce moment-là chez une patiente qui n'en avait pas avant, mais elle avait déjà de l'endométriose avant, cette patiente. C'est-à-dire que c'est juste un symptôme qui apparaît d'une maladie qui existait déjà. D'accord. Céline, une autre question peut-être? Une autre question de la même personne qui évoque le fait que sa fille a des règles très douloureuses et qui se questionne sur le fait qu'elle puisse avoir de l'endométriose et comment le savoir. Donc là, on parle vraiment de la question du diagnostic chez les jeunes notamment et de quels signes peuvent nous laisser penser à de l'endométriose. Est-ce qu'on peut aiguiller les personnes qui se posent ce genre de questions? Alors après, ce qu'on disait, et en fait, je pense que pour les patientes, c'est important pour la réponse, enfin, en tant que praticien, de répondre aux symptômes des patients, c'est-à-dire à la douleur, et de ne pas traiter uniquement des images. Eh bien, à l'inverse, en fait, on n'a pas forcément besoin de mettre un diagnostic sur un symptôme. On peut avoir juste des douleurs de règles. On n'a pas besoin d'être étiqueté endométriose parce qu'on a des douleurs de règles. En fait, je pense que dans un premier temps, on ne fait pas d'IRM pelvienne à toutes les femmes qui ont des douleurs de règles. Je pense que dans un premier temps, on fait d'abord un traitement médical. On commence un traitement médical, notamment pour essayer de la soulager dans un premier temps. Pourquoi? Parce que de toute manière, même si on fait une IRM pelvienne et qu'on retrouve des lésions d'endométriose, le traitement premier sera le même. Donc en fait, finalement, on ne va pas induire quelque chose ou sous-entendre. Et ensuite, si effectivement il y a quelque chose qui se révèle un peu plus tardivement, on pourra accéder à faire des imageries. Mais si elle a des douleurs de règles, aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas de faire un diagnostic d'endométriose ou pas, parce qu'en fait, si elle n'en a pas, on fera quand même quelque chose. C'est surtout de faire quelque chose pour ces douleurs de règles. Donc en priorité, traiter les symptômes. Les symptômes, oui. D'accord. Mais c'est important de le dire parce que… Et oui, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de mamans arriver à la consultation avec leur fille. Moi, j'ai de l'endométriose. Donc, les femmes, en fait, on voit, effectivement, aujourd'hui, on entend, et heureusement, on entend beaucoup parler de cette maladie parce qui était restée très en silence, mais qui, bien sûr, quand on a une endométriose, on est inquiète également à la fois pour l'évolution. On entend beaucoup de choses, on entend des douleurs importantes, on entend retentissement de qualité de vie, on entend difficulté au rapport, on entend infertilité. Et donc, d'étiqueter une jeune fille de 14 ans qui a juste aujourd'hui des douleurs de règles, d'endométriose, en fait, elle ne fait pas la part des choses. Donc, elle se dit, forcément, elle a une projection de sa vie qui est difficile. Donc, elle se dit, mais je vais être infertile, ça veut dire que je ne pourrai pas avoir de rapport. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'urgence, comme nous, en fait, l'urgence, en tant que praticien, c'est de soulager les patientes, quoi. Et pas une maladie. Oui, je comprends effectivement le point de vue et c'est vrai que du côté des patients, le point de vue, il peut être un petit peu différent suivant les générations aussi, parce que les générations précédentes ont vécu un tel retard de diagnostic et une telle errance médicale que il y a un besoin aussi de pouvoir mettre un mot sur des symptômes très rapidement et de ne pas laisser les patientes en errance. C'est peut-être ça aussi qui fait que bien sûr.
Bien sûr, mais en fait, l'idée, c'est pas de laisser ces patientes en errance. Au contraire, c'est de s'en occuper dès qu'elles expriment. Et aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est de modifier en fait Mhm. cette attitude thérapeutique et d'arriver à, en fait, à entendre ce que nous disent les patientes et donc à traiter. C'est pas ce qui est forcément. On parlait d'errance diagnostique parce qu'on disait aux patientes, parce qu'on a dit aux patientes que c'était normal d'avoir mal et qu'on faisait rien pour elles. Là, Voilà, c'était l'objectif, dans c'est leur pas tête, cette etc. exactement. Donc là, l'idée, c'est pas cette attitude, mais en même temps, je pense que je dis pas qu'il faut pas faire d'IRM, je dis pas qu'il faut pas faire, qu'il faut pas traiter les patientes. Bien sûr, c'est pas du tout ça, mais je pense que on ne peut pas non plus inquiéter Attendre. de majeur. Ouais. Faut Mm. pas attendre de poser le mot endométriose, Exactement, traiter la patiente et traiter sa douleur surtout. exactement. Ouais, ouais, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, Ouais, parce que ouais. même si à l'imagerie on voit rien pendant Mais un bien moment, sûr. ça veut pas dire qu'il y a rien et ça veut pas dire que la Mm, patiente elle souffre pas en attendant et mm, qu'elle a besoin d'être prise en charge. Donc, exactement. ouais, Ouais. C'est vrai ouais. que la douleur, c'est vraiment le Mm, principal symptôme mm. Ouais. qui impacte la qualité de vie. Bien sûr. Après, à De- minima, chez ces patientes, on fait toujours une échographie, bien sûr. Et à l'échographie, aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de choses, hein. Mm. Une Oui, oui, autre question. juste si je peux rajouter, le seul frein qu'on peut retrouver quand on n'a malheureusement pas pu poser un mot pour un diagnostic, notamment je pense à des jeunes filles qui sont collégiennes, lycéennes ou étudiantes, c'est de pouvoir après avoir, selon leurs symptômes, enfin, un PAI, donc pardon, Ouais. un temps aménagé par rapport à leurs cours, une prise en charge, que l'administration soit au courant pour que voilà, leur santé passe en premier selon les moments. Donc voilà, après, c'est vrai que ça serait bien que juste douleur Mais bien pelvipérinéale sûr, soit bien sûr, bien reconnue sûr, comme bien sûr, presque une pathologie à part entière en disant voilà, avoir des bien douleurs sûr. pelvipérinéales, c'est un Ouais, problème de complètement. santé. Parce qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup, nous, au centre, qui ont des IRM normales, hein, et qui n'ont pas d'endométriose et qui ont les symptômes et qui sont très invalidés. Et ce PAI, elles en auraient autant besoin que d'autres patientes qui ont de l'endométriose et les mêmes symptômes, hein. Donc, effectivement, je te rejoins là, Priscilla. Ouais. Oui, tout à fait. Céline, tu avais une question, il me semble. Tout à fait. Une question auquel on a un peu répondu tout à l'heure concernant l'impact de l'endométriose sur le déroulement d'une grossesse. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la réponse, docteur, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Au projet bébé, Oui. Et peut-être à la Au projet et grossesse puis au aussi. déroulement de la grossesse Oui, parce que plus alors oui, le concrètement. beaucoup de déroulement femmes de la grossesse. s'inquiètent sur la grossesse avec l'endométriose, hein. Souvent, on voit beaucoup de femmes qui s'inquiètent de ça sur les groupes. Donc, Eh bien, en fait, justement, la grossesse, elle va quand même apaiser beaucoup de symptômes de l'endométriose, hein, puisqu'en fait, on va avoir un blocage hormonal de ces lésions pendant la grossesse. Donc, en général, les patientes, elles vont mieux pendant la grossesse. Et c'est quand même des patientes qui ont des grossesses. Qui ont des grossesses quand même normales. Alors après, c'est sûr que si on a des douleurs, par exemple lombaires liées à des hypertonies musculaires, qu'on a déjà avant parce qu'on a la douleur chronique, etc., ou une fatigue intense par rapport à une hypersensibilité pelvienne ou un intestin irritable, c'est sûr qu'on va l'avoir également pendant la grossesse. Puisque ça, c'est les conséquences de la douleur chronique et non de la douleur chronique induite par l'endométriose, mais non des lésions d'endométriose, hein. Je ne sais pas si Oui, oui. si je suis assez claire. mm, Mais donc ça, bien sûr, elles vont continuer à avoir les mêmes règles d'hygiène de vie, mais globalement, elles vont mieux quand même, hein, elles vont franchement mieux. Et après, c'est vrai que pour le projet grossesse, ça, on en a parlé. Bien sûr, heureusement que toutes les patientes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles, hein, et on a beaucoup de patientes qui peuvent quand même avoir des grossesses spontanées. Donc voilà, c'est juste des et puis on a des patientes qui ont des difficultés à concevoir pour d'autres raisons, soit parce qu'on a des difficultés de perméabilité tubaire ou des adénomioses très sévères, quoi. Et ça précise Est-ce que du cas la par question cas. portait aussi sur la question portait aussi sur le déroulement d'une grossesse. Une fois que la grossesse est là,
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ou est-ce qu'il y a des risques plus importants de voir la grossesse ne pas arriver à terme parce que l'endométriose est là? Alors, vous y avez répondu un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, peut-être? Il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas dans la littérature de choses qui disent qu'il y a plus de risques pour une grossesse chez une patiente qui a de l'endométriose. Et pour le déroulement d'une grossesse, il n'y a pas de suivi particulier. Plus, elle va avoir une consultation mensuelle, une échographie trimestrielle. Il y aura 3 échographies. On ne va pas avoir un suivi plus important chez ces patientes. On va avoir un accompagnement si elle a des douleurs, mais qu'elle a présenté déjà avant. Mais en général, non, il n'y a pas plus. Après, voilà, il n'y a pas plus de fausses couches chez ces patientes-là ou autre chose que chez d'autres patientes, quoi. D'accord. Est-ce qu'on avait d'autres questions qui étaient sorties? C'est pas mal. Oui. Il y a beaucoup de questions, oui, effectivement. Je vais faire du coup un aparté. Il y a une personne qui pose la question sur les remboursements de soins, notamment tout ce qui est kiné, sophro, ostéopathie, etc., etc. Donc, on a sur le site de l'association une page dédiée à tout ce qui est prise en charge et aide sociale. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, il y a déjà pas mal d'informations. Et pour répondre plus directement à la question, alors ça dépend. Alors, la sécurité sociale, non, ne prend pas en charge directement ces soins. En revanche, il y a des mutuelles aujourd'hui qui prennent en charge, du moins partiellement. Donc, vraiment à voir avec votre mutuelle, parce que certaines offrent des forfaits aujourd'hui qui permettent d'avoir des remboursements sur la sophrologie, sur l'ostéopathie, etc., etc. Donc, renseignez-vous de ce côté-là. Oui, si je peux Après, rajouter. Oui, vas-y, Priscilla. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des fois des choses qu'on peut trouver aussi gratuitement. Je sais que la sophrologie, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur YouTube pour au moins, dans un premier temps, essayer de voir si on ressent quelque chose, si on se sent apaisé. Il y a d'autres types aussi de façons de se soulager, comme de l'art-thérapie. Alors, ça peut paraître bizarre, mais même faire du dessin, de mandala, de la peinture, ça permet vraiment, quand on a mal, de s'évader et de ressentir moins la douleur. Donc voilà, quand on a des petits moyens, parce qu'on sait que ça peut coûter rapidement très cher tous ces soins annexes, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver aussi d'autres choses à côté qui peuvent être gratuits, qui peuvent être accessibles à tout le monde. Si vous allez voir, nous on est en train de travailler sur l'éducation thérapeutique. Il faut savoir que l'éducation thérapeutique est gratuite pour toutes les patientes. Donc, c'est pas des séances de sophrologie toutes les semaines, mais ça vous permet, par exemple, d'avoir accès à un atelier sur de la sophrologie, un atelier sur de l'hypnose pour tester et pour voir ce que ça vous apporte. Par contre, la kiné est pris en charge. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être intéressant. Et je sais, Christine, peut-être que tu peux valider, mais il y a des kinés aussi, selon les ordonnances, qui peuvent faire des massages au niveau du ventre pour détendre les viscères et aider. Oui, complètement. Qui font de la fasciathérapie exactement associée. Donc ça, c'est sûr. Et puis en plus, par exemple, là, dans l'éducation thérapeutique, effectivement, c'est pris en charge donc par l'ARS et ça permet d'évaluer et de tester à la fois. Nous, on propose de la sophrologie, on propose de l'hypnose, on a une psychologue également qui vient. Donc voilà, après, voilà, c'est sûr que ça nécessite peut-être une prise en charge mutuelle après pour continuer, mais en tous les cas, c'est quand même, ça donne des petites armes, quoi. C'est déjà un accès intéressant pour les malades et Priscilla en parlait tout à l'heure et on en parlera un petit peu plus en détail demain, mais c'est vrai qu'on est en train de travailler sur le développement de ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc, c'est en cours, ça prend du temps pour que les équipes s'organisent aussi autour de ce sujet-là, mais en tout cas, ce sont des choses oui, c'est sûr. qui sont en train de se faire. Ouais. Nous, on a mis, on a mis beaucoup de temps à créer le projet, établir les ateliers, le penser notamment avec Violaine, notre infirmière de coordination, et Priscilla et toute l'équipe autour pour essayer. Bon, après, c'est vrai qu'on était un peu facilité par le fait qu'on travaillait déjà dans la douleur pelvipérinale et je pense que c'est cet axe-là qu'il faut vraiment continuer. Donc voilà, mais c'est sûr, je confirme, ça prend du temps.
C'est important. Enfin, les patientes sont vraiment, même pour les praticiens, c'est très intéressant en fait d'avoir une vision complètement différente. Nous, à cause du confinement, on a dû maintenir ces ateliers, mais en visio. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a un échange qui est complètement différent avec nos patientes. À la fois, c'est vraiment quelque chose de très interactif. C'est aussi enrichissant pour nous, hein, en tant que, enfin voilà, et on est dans une situation complètement différente. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Tout à fait. On a plusieurs commentaires de ce type, qui vont dans ce sens de l'intérêt pour les patientes de ce genre de prise en charge et notamment liées aux médecines parallèles qui sont un très bon complément par rapport au traitement plus classique de la douleur et de l'endométriose. On a une question notamment sur le PSIO qui consisterait au fait de gérer la douleur par la luminothérapie. Est-ce que vous en avez connaissance et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus peut-être? Alors oui, nous on fait actuellement ce qu'on appelle de la photobiomodulation. Donc en fait c'est une lumière à une certaine un degré, un calcul, qui induit en fait un phénomène de boost énergétique sur la cellule, un peu à l'équivalent de la lumière sur la plante qui va induire la production de chlorophylle. Et bien là, en fait, cette lumière à une longueur d'onde particulière va induire une production de radicaux libres, donc d'antalgiques, d'anti-inflammatoires. Et donc là, chez nos patientes qui ont des hypersensibilités, elles font entre 5 et 6 séances et elles ont quand même un phénomène de bien-être après les séances. En fait, en gros, dans l'hypersensibilité pelvienne, tous les éléments qui vont permettre aux patients d'aller mieux, même de manière transitoire, vont permettre une meilleure régulation du système nerveux central. Et donc, cette lumière va y accéder. Alors, on le fait aussi également dans tout ce qui est processus de cicatrisation, cette photobiomodulation, tout ce qui est problème d'infection à répétition, de sensation de mycose dans les vestibulodynies, etc. Donc voilà, on y associe ça. Et après, pour tout ce qui est douleur musculaire, il y a une autre énergie parallèle une énergie technique, un son de support qu'on utilise, c'est la radiofréquence. Voilà. Et la radiofréquence, c'est pareil, c'est d'énergie. En fait, là, ça va être un mécanisme un petit peu différent, mais l'idée, c'est d'activer la microcirculation et d'induire un relâchement plus important. Donc, c'est pareil, hein, malheureusement, aujourd'hui, c'est des techniques qui sont encore pas du tout remboursées. Donc, voilà. On est en cours en fait de faire des études et donc là le centre L'Avancée, on a ouvert un centre de recherche en santé de la femme, notamment sur ces techniques pour pouvoir après amener donc là on fait des études prospectives donc sur ce type de sur nos patientes et sur cette technique pour prouver que ça fonctionne et pour induire après un remboursement. Donc c'est pareil, hein, c'est comme le TP, c'est même encore plus long pour avoir pour arriver à aboutir à ça, mais on travaille vraiment là-dessus. Mais c'est pareil, ça nous demande beaucoup, ça nous demande, c'est beaucoup d'énergie. Ouais, voilà, et beaucoup d'énergie. Et puis voilà, là vraiment, on a ouvert ce centre de recherche donc pour essayer de le montrer. On a mis en place aussi une plateforme. Donc ça, c'est important parce que une plateforme de coordination entre les praticiens, donc ça, c'est un élément qui permet aussi, qui intègre également le TP, mais qui nous permet d'évaluer en fait la qualité de vie de nos patients avec des auto-questionnaires. Et là, en fait, aujourd'hui, les patientes, elles vont être aussi responsables de faire évoluer la recherche dans leur pathologie en les responsabilisant, en remplissant ces questionnaires des qualités de vie avant et après les soins qu'on aurait mis en place, justement pour pouvoir les valider, avoir des chiffres, des statistiques et dire voilà, ça marche, il faut mettre ça en place. Et donc cette plateforme, elle a le but aussi de coordonner à la fois avec donc les patients qui ont des auto-questionnaires, mais on a des questionnaires de kiné, on a des questionnaires d'ostéopathie, donc pour évaluer comment sont réalisés. Finalement, nous, on a des patients qui viennent un peu de partout et donc on sait, quelquefois on nous dit non, la kiné, ça fonctionne pas. Mais en fait, on ne sait pas comment elle a été réalisée, cette kiné. Et donc, du coup, c'est d'évaluer aussi comment sont réalisés les soins, etc. Et donc, d'intégrer au fur et à mesure des gens qui vont être spécifiques au traitement de cette pathologie ou d'autres qui auront envie de le devenir et de se former, on les orientera, etc. Donc, vraiment, l'idée, là, on a mis cette plateforme qui va être lancée en janvier et qui va nous aider aussi dans la recherche. Donc là, il faut surtout maintenant faire la recherche, quoi. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des solutions qui se développent. Ça prend du temps.
mais il y a de l'espoir. En tout cas, c'est ça qu'il faut voir. Moi, pour revenir sur la photobiomodulation, pour en avoir personnellement bénéficié, pour faire un retour patiente en tout cas, je peux dire que c'est très intéressant parce qu'on n'a aucun effet secondaire. On n'a aucune douleur, absolument rien. Et donc, au pire, on ressent pas forcément d'effet bénéfique, mais il y a pas, voilà, on n'a pas d'effet secondaire comme on peut en avoir avec certains traitements. Donc, c'est quand même intéressant à tester et à voir vous renseigner peut-être autour de vous dans des centres s'ils le font, parce que c'est vraiment une technique intéressante et qui finalement on stimule notre propre corps pour aller mieux. Donc moi je trouve que c'est une technique qui est vraiment intéressante et j'espère que un jour on arrivera à ce que ça soit pris en charge, remboursé, pour qu'un maximum de patientes puissent avoir accès à ça. En bénéficier, oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr que on a souvent des patients qui décrivent, alors on le fait beaucoup dans l'hypersensibilité pelvienne et tout ça, qui décrivent quand même des sensations de mieux dans les 3-4 jours après. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Priscilla. Mais, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je l'avais fait justement pour l'Andorra l'année dernière, parce que je savais que ce serait un événement qui prendrait beaucoup d'énergie et ça m'a permis de tenir le coup pendant cet événement. Donc voilà, c'est intéressant à utiliser, peut-être aussi dans certains contextes bien spécifiques. Donc voilà. On va peut-être avancer sur les questions parce que je crois qu'on en a beaucoup. Oui, absolument. Une question concernant le diagnostic. Une personne, donc Camille, qui nous demande si on peut être atteinte d'endométriose sans que les lésions soient visibles durant un examen gynécologique classique. Donc ça revient un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais voilà, la question est posée. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, bien sûr. Quelquefois, l'examen clinique, on ne voit pas tout. On voit surtout les très grosses lésions, l'examen clinique. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'évaluer pendant cet examen clinique qui doit être spécifique, en fait, les gâchettes douloureuses. Donc, et là, nous, on a un examen particulier qui est un petit peu différent de l'examen gynécologique qu'on a l'habitude d'apprendre, où on va déjà avoir une étude posturale, on va avoir une étude vraiment de la vulve, mais localisée à tous les différents endroits de la vulve, et on va avoir aussi un examen musculaire très détaillé. Donc voilà, on ne va pas regarder que le col et faire un toucher vaginal. Donc il y a vraiment autre chose. Donc voilà, donc l'idée. Et après, le diagnostic d'endométriose, on peut avoir tout à fait une endométriose qu'on ne voit pas à l'examen clinique. Mais ce qui est important encore, et ce que je dis, c'est d'essayer de bien diagnostiquer les zones où la patiente a mal. En fait, c'est ça. En fait, c'est de cette base-là. C'est quand on a bien diagnostiqué notre patiente et qu'on sait qu'elle a mal au muscle, qu'elle a mal à la vulve, qu'on peut prendre en charge et mettre en place un traitement qui va lui être adapté. Voilà, donc ça déjà. Et après, l'échographie pelvienne, si on a quand même, de toute manière, nous, quand on a des patientes qui sont douloureuses, on fait toujours une échographie pelvienne parce que l'adénomiose, on ne peut pas la localiser, on ne peut pas la visualiser qu'à l'examen clinique. Donc voilà, il y a l'endométriome, parfois on ne peut pas le localiser qu'à l'examen clinique. Et donc l'échographie est importante, voire une IRM. Une autre question concernant l'évolution de l'endométriose dans le temps. Nina nous demande, pouvez-vous me dire si une endométriose peut disparaître? Car j'ai fait 2 IRM, confirme l'endométriose, et cette année j'ai refait une IRM mais plus rien. Alors ça, l'IRM... Alors, en fait, c'est bien ce qu'on dit, c'est que l'IRM, il faut qu'elle soit réalisée par des gens qui ont l'habitude de lire ces IRM, comme les échographies, de toutes les manières, et que l'interprétation d'images, ça reste des humains derrière un écran qui vont interpréter ces images. Et donc, ce n'est pas la maladie qui disparaît ou qui réapparaît, c'est juste quelqu'un qui, derrière son écran, ne voit pas ou voit. Donc, en fait, c'est ça qui est le plus important. Donc, en fait, je le redis, ce qui est important, c'est le symptôme qu'elle décrit plutôt que sa maladie. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'attendre, de dire maintenant, vous n'avez rien, on ne fait rien pour vous, quoi. Et donc, c'est ça. C'est ce qu'on évoquait ce matin en présence d'Axel de l'annuaire Mapato. L'annuaire, il a aussi pour but de recenser les radiologues parce que la spécialité en radiologie, en tout cas les professionnels radiologues peuvent être aussi plus ou moins experts, entre guillemets, de la lecture d'images
d'endométriose et que l'importance de pouvoir aller vers des personnes qui pratiquent l'endométriose assez régulièrement peut être importante pour les patientes. Et puis pour vous ensuite, médecin, parce que derrière, vous allez exploiter ces images et que c'est important que vous puissiez avoir la vie aussi. Alors après, nous, on a des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire. On a notre radiologue référent, on relie toutes les IRM. Et après, moi, quand je vois les patientes qui viennent me voir, en fait, je relis toutes les IRM. Elles viennent avec leur CD et je relis moi aussi leur IRM, bien sûr. Donc voilà, après, il y a bien sûr des IRM pleins, heureusement, qu'on n'a pas besoin de relire, pour lequel on est tout à fait d'accord avec les comptes rendus et tout ça. Et c'est pas parce que c'est la lecture, hein, elle est la même pour les échographies, elle est la même. Voilà, c'est pas parce que les gens sont compétents ou pas compétents, c'est juste que ça nécessite une expertise plus particulière. Hein, et quand on fait de tout, c'est difficile d'être très très pointu sur tout, quoi. Tout à fait. Une question d'Amélie sur YouTube qui nous demande si la chirurgie est une solution pour l'endométriose. On a beaucoup parlé de diagnostic et de douleur, mais est-ce que la prise en charge chirurgicale de l'endométriose est une solution, en tout cas une réponse? Alors, oui, la solution chirurgicale, elle reste une réponse. Alors aujourd'hui, on a beaucoup évolué quand même. Avant, on avait une image, on traitait une image, on opérait très rapidement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est si on doit faire une chirurgie, ce sera uniquement en général, hein, parce qu'après, c'est bien sûr à discuter au cas par cas avec la volonté des patientes, hein, mais après avoir tenté un traitement médical et réhabilité tous les endroits douloureux et la conséquence, et à ce moment-là, en cas d'échec, bien sûr, la chirurgie a complètement sa place et peut tout à fait soulager. Il faut qu'elle soit, par contre, réalisée au bon moment, bien préparée avant. Donc, avoir fait abaisser tous les systèmes voilà, on va pas opérer une patiente en état de douleur hyper aiguë parce qu'on va risquer de l'aggraver. Donc, il faut essayer vraiment de moduler avant, de travailler avec elle, notamment sur tous ces points gâchettes douloureux. Donc, nous, avant d'opérer une patiente, souvent, on les voit 2 mois avant. Hein, et après, il y a toute une préparation, etc. Et on essaie d'opérer une fois et surtout que ce soit complet. Voilà. Oui, et également, j'imagine que c'est quand tous les traitements n'ont pas été... on n'a pas réussi à soulager avec les traitements, mais aussi dans le cadre de la fertilité. Je pense que c'est un des cas où la chirurgie peut être nécessaire selon les localisations. Exactement, ouais. Si on n'a pas d'accès, par exemple, si on a des patientes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, voilà, on peut tenter, on va discuter bien sûr avec la patiente et son projet et avec les experts en procréation médicalement assistée. Mais souvent, chez nous, on fait 2 FIV et après, on les opère si elles sont d'accord pour essayer d'optimiser les chances. Alors après, chez d'autres patientes, on va les opérer d'emblée parce qu'il y a une douleur très importante. S'il y a de la douleur et de l'infertilité et qu'on a une endométriose qui est modérée, on a tout intérêt à les opérer parce qu'à la fois, on va pouvoir améliorer l'épine irritative de l'endométriose donc en l'enlevant et optimiser ses chances de grossesse. Et on sait que si elle tombe enceinte, en fait, la maladie va être au repos quand même pendant 9 mois. Et donc, ça va être un bénéfice important. On a une question également sur la question de la définition de l'endométriose. Alors, on en parlait juste avant sur le live autour de la question de la recherche. On a une explication, en tout cas une définition qui évolue en matière d'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? On sait que ces derniers mois, on a eu aussi de l'actualisation en termes de définition et d'observation qu'on peut faire grâce aux travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Peut-être en parler un petit peu aussi avant pour expliquer de quoi il s'agit. En fait, on parle beaucoup, enfin, certains médecins parlent encore de la théorie du reflux, donc qui est complètement écartée dans certains pays à l'étranger. Et en France, c'est vrai que cette définition est toujours présente et elle pose un problème parce que forcément, si on parle de reflux, on
on dit derrière qu'il y a un problème avec l'utérus et forcément, s'il y a un problème avec l'utérus, très facilement, un professionnel pourrait très bien se dire s'il y a un problème avec l'utérus, on va l'enlever. Et de la même manière, une femme atteinte d'endométriose qui souffre énormément pourrait se dire si c'est mon utérus qui pose problème, je vais me demander à ce qu'on me l'enlève. Donc, c'était un petit peu ce qui pose problème. Et à l'étranger, on parle de plus en plus de tissus semblables à l'endomètre qui se trouvent à l'extérieur, sur d'autres organes, etc., etc. Donc, personnellement, j'ai eu un échange avec Marina Kreskov sur le sujet. Donc, on en a un petit peu parlé ce matin. C'est vrai que ces études à l'étranger ont une autre approche et qu'aujourd'hui, même si elles ont une autre approche, on n'est toujours pas en mesure d'expliquer non plus comment ce tissu s'est retrouvé là, comment il est arrivé, et on a bien conscience qu'il a des différences avec le tissu de l'endomètre, mais pourquoi, comment, ça, on ne sait toujours pas non plus l'expliquer. Donc, voilà, c'est un petit peu le débat. Aujourd'hui, voilà, il faut rester, je pense, modeste par rapport à l'explication de cette pathologie. Les mécanismes, ils restent, je pense, plurifactoriels. Il n'y a pas qu'un seul facteur. Donc, il y a le reflux tubaire aujourd'hui. Reflux tubaire, en gros, globalement, on a plus ou moins tout un petit reflux tubaire pendant les règles. Mais je pense que c'est plutôt, en fait, aussi, il y a aussi une capacité de ce tissu endométrial qui ont des cellules, ce qu'on appelle pluripotentes, et qui vont être capables de générer de nouveaux foyers endométriaux et surtout de s'implanter. Donc, on a des facteurs de susceptibilité individuelle. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent également de gènes susceptibles à rendre en fait ces cellules endométriales plus faciles à s'implanter dans des localisations ectopiques. Donc là, notamment au Japon ou dans d'autres pays, il y a la recherche de gènes et donc on parle aussi beaucoup d'épigénétique et après également des facteurs endométriaux et environnementaux par exemple. Donc on peut s'interroger aussi sur le rôle des différents perturbateurs endocriniens. On voit quand même qu'on a beaucoup plus d'endométriose. Alors, je pense qu'elle ne s'est pas diagnostiquée, mais on a quand même plus que ce qu'il y avait avant. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a aussi des phénomènes de récepteurs. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment, je pense, c'est difficile mais on ne peut pas le localiser que sur ce reflux tubaire. Moi, quand on me pose cette question, voilà, j'ai une réponse qui malheureusement reste assez floue, mais oui. non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas que le reflux tubaire, quoi. C'est pas le reflux tubaire pur, quoi. C'est vraiment une capacité de ces cellules endométriales à s'implanter dans d'autres localisations où elles ne devraient pas. Pourquoi est-ce que finalement c'est une transformation de ces cellules parce qu'il y a des modifications des récepteurs ou parce qu'il y a des phénomènes environnementaux ou parce qu'il y a de l'épigénétique? Voilà, ça c'est la question. Voilà, c'est effectivement, ça reste encore, il n'y a pas une définition qui prévaut sur une autre de toute façon, parce qu'on n'a pas l'explication et ça tombe bien qu'on fasse l'Endorun pour aider la recherche, parce qu'on a vraiment besoin de creuser ce sujet-là, entre autres, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à chercher encore sur la question de l'endométriose, mais c'est une définition qui malheureusement n'est pas figée là. Non, oui, puis après, plus on va avancer dans cette définition, comme vous dites, avec la recherche, on va pouvoir mettre en place des traitements ciblés. Justement, là, il y a beaucoup, on parle de thérapie ciblée, donc on le fait beaucoup plus maintenant au niveau des récepteurs. Bon, après, on parle dans le cancer, hein, mais on ne peut pas comparer l'endométriose et le cancer. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'objectif, c'est sûr, ce serait de pouvoir arriver à avoir une thérapie ciblée sur les localisations ectopiques de la maladie, pouvoir les traiter de cette manière. Quoi. Donc, il faut continuer de chercher justement tous ces mécanismes, ces récepteurs, ces problèmes génétiques. On a encore beaucoup de questions, mais on va pas pouvoir. Oui, mais je pense qu'on ne pourra pas toutes les prendre. On va peut-être en poser une dernière. Voilà. Il y a une question de Sophia qui demande comment vous choisissez le bon moment
pour une opération quand les cycles sont aléatoires. Donc, c'est assez intéressant comme question finalement, parce qu'il y a peut-être des moments dans le cycle pendant lesquels l'opération est plus facile à pratiquer ou plus, en tout cas, aura peut-être plus de bénéfices, je ne sais pas. Alors déjà, en fait, le bon moment pour nous, c'est celui de la patiente déjà. Ça, c'est le plus important. Et après, parce qu'il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle ait envie, il faut qu'elle soit préparée. Donc, en fait, ça nécessite du temps. Et je pense qu'en fait, on peut pas, c'est pas en fonction du cycle, le bon moment pour nous, parce que la majeure partie de nos patientes qui vont être opérées, elles vont être ce qu'on appelle en aménorrhée, parce que l'objectif de les préparer, c'est qu'en général, les 2 mois précédents, on essaye d'induire le moins de douleur possible. Et donc, si elles sont d'accord, on met en place un traitement hormonal qui vont bloquer les hormones. Et donc, voilà, si on peut ne pas avoir de règles pour pas avoir de mécanismes douloureux importants juste avant une intervention, oui, parce qu'effectivement, opérer une patiente qui est en pleine crise et qui est hyperalgique sur sa table, non, effectivement, c'est pas l'idéal. Donc, c'est pas en fonction du cycle. Souvent, on les bloque avant et puis après, c'est le bon moment pour elles, hein. Ça peut être n'importe. Il y a des patientes, c'est très tardivement après leurs enfants. Il y en a d'autres, ce serait avant. Enfin, voilà, c'est vraiment. D'accord. On avait juste une petite question qui nous permettra de faire le lien avec le sujet qu'on abordera demain matin. Une patiente nous demande est-ce que les centres de coordination vont se développer un peu partout en France? Vous nous avez tout à l'heure parlé d'Axiom et de la question de la prise en charge pluridisciplinaire. Peut-être juste dire 2 mots sur la manière dont vous travaillez à Axiom. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis dire que demain, nous parlerons des travaux qui sont en cours avec le ministère de la Santé autour du développement des filières de soins endométriose. On en parlera demain pendant le live de 9h30, dans 10h, pardon. Et du coup, on pourra en dire plus, mais est-ce que pour ce qui concerne Axiom, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, docteur? Oui, oui, nous on travaille vraiment. Donc on est au centre là maintenant, on est 4 chirurgiens. On a 2 gynécologues donc qui sont spécialisés en infertilité. On a la chance d'avoir une patiente experte, donc Priscilla, qui quand même. Non, mais c'est vraiment une chance parce que ça nous donne un point de vue bien différent. On a une infirmière de coordination, une sophrologue, hypnothérapeute. On a une hypnothérapeute qui est dédiée vraiment au préopératoire. On va avoir un chirurgien digestif aussi qui vont travailler avec nous. Bon, les chirurgiens urologues, bien sûr, quand il y a nécessité d'avoir un geste urologique, ostéopathe, kiné. Donc, et on travaille ensemble au centre. Donc, la difficulté, c'était de réunir. Donc, nous, l'objectif vraiment, c'est on réunit des praticiens. Pas par leur spécialité, mais par leur vocation à vouloir travailler sur nos patientes. Donc voilà, ça, c'est d'abord l'unité, elle réunit des gens passionnés par la prise en charge de la douleur périnéale chez la femme. Et aussi, on a des hommes qui viennent chez nous. Donc voilà, mais c'est la priorité. C'est comme ça qu'on a sélectionné que les praticiens sont sélectionnés. Bien sûr, ils ont tous été formés donc voilà, avec cette expertise. Là, on a un algologue également qui arrive de Nîmes. On est vraiment le docteur Bredeau qui a beaucoup d'expérience. Donc, on a réussi à faire venir au centre. Christine, préciser parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est un algologue. C'est un médecin de la douleur. Donc, pour s'occuper vraiment de la douleur et traiter la douleur. C'est vrai que c'est un mot qui est moins connu. Mais qui est très important, voilà, oui. Donc c'est très important pour nous. Ça nous permet de mettre en place d'autres mécanismes, d'autres traitements également autour. Voilà, on a un psychologue également. On se réunit en fait une fois par mois. Donc là, on aimerait bien 2 fois parce qu'on a des réunions qui deviennent de plus en plus longues avec notre radiologue pour relire les images. On parle des dossiers qu'on envisage. Les patientes, en fait, elles ont un parcours. Elles nous rencontrent. Il y a tout un parcours. Donc on a fait une petite vidéo, mais en gros, elles nous rencontrent. On émet une hypothèse diagnostique avec un parcours. Elles rencontrent Violaine ou Priscilla pour coordonner leur parcours. S'il y a un bilan préopératoire, elles peuvent être hospitalisées pendant 1 ou 2 jours pour le réaliser dans le service. Et ensuite, il y a un accompagnement donc important, et c'est ça qui est le plus important qu'on a mis en place, c'est l'accompagnement avant-après avec le mécanisme d'éducation thérapeutique. Donc, il y a un bilan d'éducation qui évalue la proposition de 17 ateliers en fonction des besoins des patients. Donc, nous,
nous, praticiens, on fait également des ateliers. Ce n'est pas des conférences, c'est vraiment des ateliers interactifs où on va faire des quiz, on va discuter. Moi, mes ateliers sont vraiment différents en fonction des patientes, c'est-à-dire que les questions, les besoins des patientes, à un moment donné, elles sont différents. Et donc, c'est ce que je disais, c'est ça qui est aussi enrichissant pour nous, c'est qu'il faut s'adapter, voilà, adapter notre message aussi. Donc ça fait, c'est une grande part de travail personnel pour le praticien. C'est d'adapter notre message aux patients, d'arriver à transmettre les choses avec des patients aussi qui arrivent avec leur bagage émotionnel. Et ça, pour nous, c'est un gros challenge. Donc voilà. Et après, là, aujourd'hui, donc l'OTP est quand même une grande victoire pour nous et surtout la mise en place d'une plateforme, de cette plateforme de coordination. Et j'y reviens et je pense qu'on aura besoin aussi du soutien d'Endomind pour nous aider à le développer, hein, parce que cette plateforme, elle est vraiment collaborative entre tous les praticiens. Elle nous permet à la fois d'implémenter donc de la recherche, hein, puisqu'en fait, tous les questionnaires sont, tout est numérisé. On peut extraire vraiment donc voilà, des questionnaires des qualités de vie avant-après. Ça nous permet de pouvoir discuter entre les différents praticiens, donc qu'ils soient d'une ville ou d'une autre, d'accord, donc sur un dossier. Tous les correspondants à chaque fois ont une vision en live du dossier. En fait, ça nous donne, on a des patients qui ont tenté beaucoup de traitements, donc ça nous donne des flèches chronologiques avec tout ce qui a été réalisé, des avant, donc les traitements efficaces et traitements inefficaces, des synthèses. Ça nous donne des indicateurs de santé, c'est-à-dire l'évolution de la douleur en fonction du temps, en fonction des traitements. Enfin, voilà, on a fait un long paramétrage là qui a duré quasiment 1 an et qui est vraiment spécifique à la douleur péripérinale et à l'endométriose. Et donc là, ça va commencer en janvier. Et les patientes aussi ont accès, bien sûr, à notre plateforme, puisque c'est leur dossier médical. Donc voilà. Et du coup, à leur questionnaire, elles peuvent implémenter leur compte-rendu d'examen, etc. Et donc, tout est dans ce dossier. Voilà. Super. Encore un beau travail en perspective. Oui. Et si je pouvais ajouter, nous, c'est vrai qu'avec Endomind et notamment avec la clinique Axiom, mais avec d'autres centres avec lesquels on travaille, nous, on a envie, voilà, que les professionnels puissent échanger entre eux, puissent s'échanger ces super idées qu'ils développent chacun de leur côté pour apporter la meilleure prise en charge la plus complète aux patients. Donc, ça prend du temps, ça, c'est sûr. On ne va pas vous mentir, ça prend du temps, de l'énergie, mais tout est en cours de travail. Et donc voilà, en tout cas, je parle surtout aux patients qui nous regardent et qui des fois sont un petit peu perdus. Ne perdez pas espoir parce que il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont en train de mise en place. Et la bonne prise en charge est pas si loin que ça finalement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Christine pour toutes ces informations. C'était vraiment passionnant. Merci docteur. On a malheureusement pas pu prendre toutes les questions. On avait de nombreuses questions sur les réseaux sociaux, quelques témoignages et appels au secours également, et du coup on tentera d'y répondre ultérieurement sur nos pages Facebook. Voilà, 1 heure, ça passe très vite. Je rappelle juste, comme je l'ai fait ce matin, que nous animons 2 groupes de parole sur Facebook, un groupe qui s'appelle Ma vie avec l'endométriose et qui est réservé aux femmes atteintes d'endométriose, qui a un groupe qui est constitué de plus de 10 000 personnes qui ont des parcours et un vécu plus ou moins long de la maladie, et ce groupe a pour vocation d'être dans l'entraide en fait, dans l'écoute et dans l'échange permanent. Donc ça, c'est un vrai plus, parce qu'entre patientes, on peut se rassurer, on peut échanger, on peut aussi être soutenante. Et un second groupe qui s'appelle Endométriose hommes-femmes, parlons-en, qui du coup, lui, est plutôt réservé aux couples, puisqu'on sait que l'endométriose est une maladie qui ne touche pas que les femmes atteintes, mais aussi l'entourage, et notamment les couples. Donc voilà, ils sont accessibles tous les deux sur Facebook, et donc n'hésitez pas à vous inscrire dessus, parce que ça peut être aussi soutenant. Je pense notamment aux personnes qui nous ont fait part sur les réseaux sociaux d'une grande détresse et de grosses difficultés au quotidien à vivre avec ces douleurs, cette pathologie. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Voilà.
Merci encore à toutes et tous, à toutes de votre disponibilité. C'était essentiellement féminin. Donc, merci, Oui, docteur. mais sur la technique quand même, Céline. Voilà. On remercie. J'allais le dire, effectivement. Donc, merci, docteur. Merci, Priscilla, pour cet échange. Merci à Gersande et Nathalie pour les relais de questions et l'échange également. Et puis, à la technique, ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on verra demain. Jean-Luc et Maxime qui, du coup, ont permis techniquement que les choses soient possibles. Voilà. Un tout petit point, Céline, avant de se quitter sur l'Andorran, donc qui continue encore demain. Donc, ça sera le dernier jour de notre événement. On est aujourd'hui à exactement, au moment où on se parle, 4147 inscrits à cet événement. Donc, c'est extraordinaire, hein, évidemment, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ça marche autant pendant cette période de confinement, mais pour le coup, on peut profiter de ce confinement aussi pour s'aérer pendant 1 heure, marcher, courir, faire tout un tas de choses pour l'endométriose, même si ce n'est pas sportif. Donc, n'hésitez pas, les inscriptions restent ouvertes jusqu'à demain. Votre participation nous permet de recueillir une certaine somme qui sera destinée à la recherche. Donc, là, je vais parler sous le contrôle de Céline qui tient les cordons de la bourse. Donc, on a dépassé les 35 000 euros, peut-être même un peu plus, Céline. 36, presque 37 000 euros. Magnifique. Donc, vraiment, bravo, merci à tous et on va pouvoir aider de manière assez conséquente cette année les projets de recherche. Bonne soirée à tous et puis on se donne rendez-vous à 18h30 pour le prochain live avec Charlie Mendy qui va nous présenter son court-métrage L'enfer de l'endomètre. On aura l'occasion d'échanger avec lui sur le travail qu'il a fait autour de ce film. Mais il s'avère qu'il est aussi coach sportif dans la vie. Donc, dans notre thématique d'Andorran, on va pouvoir échanger sur cette pratique, sur la pratique d'une activité sportive quand on est atteint d'une maladie chronique comme l'endométriose. Bonne soirée à tous. Bonne À soirée, tout à l'heure. merci beaucoup à toutes. Je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie sans toi. Aurais-je été moins fatiguée, moins cernée, moins blanche, moins inquiète? 5 carrés dans le monde. Vous foutez-moi? Non mais vous croyez que je planifie mes arrêts? Foutre que vous soyez cloué dans votre lit là, le week-end. Ce qui m'intéresse. Aurais-je gardé mon emploi, travaillé différemment ou mieux gagné ma vie? Aurais-je été autrement si tu n'avais pas été là? Vous avez une endométriose. Une simple phrase à 60 € pour expliquer ces heures sans sommeil, ces mois d'angoisse et ces futures années de souffrance. Avais-tu prévu ton coup lors de mes premières règles? Et dans tous ces moments où tu m'as broyé le ventre, tordu le visage et déchiré le dos? As-tu ri de me voir aussi prostrée, suppliant que tout s'arrête pour enfin me laisser un court moment de répit? Ça va pas. Pas du tout. Laisse, viens te manger. Une brutalité de chaque mois devenue quotidienne, où parfois même je ne touchais plus terre. Combien de temps pour aller mieux? Combien de médecins, de discours, de traitements, d'hôpitaux? On va trouver. La douleur, c'est dans votre tête. Non mais en fait vous comprenez pas, je suis en train de vous expliquer un vrai problème. Toute cette errance pour enfin te reconnaître et essayer de t'arrêter. Tapis dans l'ombre, tu sais être vicieuse, dans l'attente d'une toute petite faille. Bonjour, Madame Lambert. Une vie de bras tendus, de regards impuissants face à ces silences pesants, quand on ne peut être que spectateur.
Combien de choix à faire même dans le simple fait de boire ou de manger. Ne plus pouvoir faire l'amour ou même se toucher. Moi non plus, j'en peux plus. On peut pas sortir le soir, on n'a plus de vie, elle peut pas bosser. 4 petits mots que je me répète encore et toujours. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je été sans toi? Aurais-je eu des enfants? Combien d'essais? Parfois même de deuil à faire. Cette peur de ne pas tenir bon ou pire, de devoir un jour y renoncer. Mais parce que je suis forte et que je te fais peur à toi aussi. Parce que je suis une femme sur 10, résistante, souriante, qui se demanderait presque comment tu aurais pu faire ta vie sans moi. Toi, mon endo, mon amère compagne. Car non, tu ne me définis pas. Et cette bataille, c'est moi qui la gagne. Parce que je suis étendue là, presque endormie pour la énième fois. Parce que je suis celle qui aura tout simplement appris à vivre à tes côtés. Ou mieux, sans toi.